Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e session donc, de notre série Le Grand Témoin en public et en présence de nos apprentis en boulangerie-pâtisserie. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Paul Évin, artisan chocolatier de renom. Jean-Paul Évin, bonjour, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter rapidement avant de vous laisser la parole. Oui. Vous avez travaillé dans des hôtels prestigieux avant de devenir chef pâtissier aux côtés de Joël Robuchon. Vous avez ouvert la première boutique de chocolat de Lucien Pelletier au Japon avant d'ouvrir les vôtres à Paris, puis également au Japon et en Chine. Vous avez remporté de nombreux concours, notamment la Coupe de France de pâtisserie en 1982, puis celui du meilleur ouvrier de France en pâtisserie-confiserie en 1986. Est-ce que vous pourriez revenir pour nous sur votre parcours, vos débuts dans le métier et les moments forts de votre carrière ? Oui, bien sûr. Donc, les moments importants dans ma carrière, d'abord, ça a été ma formation qui se trouvait à Laval, dans la Mayenne. Donc, c'est là que j'ai fait mes 3 années de formation. Puis ensuite, rapidement, je suis monté, on dit peut-être encore, monté sur Paris. C'est là que je suis arrivé à l'hôtel Bristol. Ensuite, je suis allé à l'hôtel Nico. Je suis allé aussi à Contrexéville. En fait, j'étais avec des chefs qui m'emmenaient avec eux et que j'accompagnais pour travailler. Donc ensuite, à l'hôtel Nico, j'ai fait la grande rencontre avec Joël Robuchon. Donc ça, c'était un moment décisif parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à comprendre ce qu'était mon métier et ce que je pouvais en faire. Et surtout, j'ai aussi commencé à faire les concours, à me préparer pour des concours. Donc, j'ai fait 8-10 concours que j'ai gagnés, pas le premier évidemment, mais ensuite j'ai gagné tous les concours, Coupe de France, Prix international de la chocolaterie, Charles Proust, Harpagon 2 fois. Donc l'Harpagon, c'est les concours à la fois sur les petits fours et les pièces artistiques, ou alors uniquement sur la pièce artistique. Donc voilà, et ensuite, je suis parti au Japon pendant 1 année et demie pour effectivement ouvrir la boutique Pelletier à Tokyo, à Omotesando. Et donc là encore, j'y suis allé pour la raison toute simple, c'est que d'abord, ça me faisait découvrir une nouvelle culture, surtout en particulier alimentaire. Et la deuxième chose, c'est qu'avec la maison Pelletier, j'ai aussi étudié énormément ce qu'était le travail d'un professionnel et d'apprendre encore et encore, parce que c'était je travaillais pas uniquement pour gagner de l'argent, je gagnais ce que j'avais gagné, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était d'apprendre. Donc là, j'étais au cœur de l'apprentissage. Et puis ensuite, rentré à Paris, et ensuite, j'ai poursuivi à l'hôtel Nico. Et ensuite, j'ai passé mon concours de 1 des meilleurs de France, que j'ai réussi. Et puis, 2 ans après, parce que pour remercier l'hôtel Nico, je suis resté 2 ans à l'hôtel Nico supplémentaire. Et là, j'ai ouvert ma boutique. Très bien. Alors, donc, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les concours et sur les prix ? Qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter ? En quoi c'est quelque chose d'important pour une carrière dans les métiers de la table que de participer à ce genre de choses ? Donc, les concours, ce qui est très important pour moi, c'est ce qui m'a fait évoluer. Parce que sans le concours, je vais pas aller au-delà de mes limites. Donc, quand parfois, je décidais de faire tel et tel dessin ou telle et telle réalisation, j'étais incapable de savoir au départ comment j'allais m'en sortir. J'ai fait le concours notamment le Charles Proust, qui était, je pense, ça devait être le 2e concours que je faisais. Parce que j'ai fait 2 fois le concours Charles Proust. J'ai fait une première fois où j'ai fini 6e, puis la seconde fois, j'ai gagné le concours. J'étais premier prix. Mais vous voyez, ce concours a été un exemple, c'est que la veille, je ne savais pas si j'allais réussir ma pièce. Donc voilà, c'est parce que c'est des choses, on va au-delà de ce qu'on est capable et qu'on pense faire. Donc c'est ça qui me plaisait. Et puis en dehors de ça, c'est aussi découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles compositions. Et à travers ces découvertes, c'est d'abord et surtout déguster. Donc y prendre un certain plaisir. Et repousser ses limites, effectivement. Voilà. Alors, vous avez ce qu'on pourrait appeler une vraie histoire d'amour avec le Japon. Vous avez ouvert de nombreuses boutiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'accueil que vous avez eu là-bas et peut-être sur les différentes façons de s'adapter aux attentes des clients selon les différents pays ?
Alors, le Japon, effectivement, c'est le hasard sans doute, hein, mais dans ma jeunesse, même avant l'hôtel Nikko, puisque l'hôtel Nikko, c'était un hôtel japonais, puisque c'est détenu par la Japan Airlines. Mais avant cela, moi, j'étais karatéka, donc je parlais déjà japonais avant d'entrer à l'hôtel Nikko. Enfin, je parlais japonais, c'est un grand mot. Hein. Je savais dire, je savais compter jusqu'à 10 et puis quelques termes. C'est déjà bien. Mais voilà, donc c'est comme ça que je me suis approché de la culture japonaise. Et puis ensuite, aller au Japon. Après, moi, j'étais un peu dans l'insouciance aussi, parce que mon plaisir, c'était déguster, mon plaisir, c'était apprendre. Donc, il y avait une forme d'insouciance, je pense. Et le Japon, dans cette insouciance, le Japon m'a intéressé parce que c'est un endroit où les personnes qui y travaillent, dans l'artisanat, sont très pointus, vont au bout des choses, travaillent en profondeur et comprendre pourquoi de transformer ce produit donne tel goût, ou alors enfin, ils vont au fond des choses, ils cherchent, ils travaillent énormément sur la recherche comment on peut dire, de comprendre comment fonctionne le produit à l'intérieur, comment fonctionne l'ingrédient à l'intérieur d'une recette. Donc tout ça, c'était ça qui m'intéressait énormément. Et puis ensuite, évidemment, la culture, l'art, tout ça me plaisait. Ensuite, moi, comme j'étais karatéka, j'ai fait du karaté. Bien sûr, au Japon, j'étais heureux parce que je faisais du karaté à l'université de Waseda. Donc, je prenais mes cours de japonais aussi à Waseda Université. Donc voilà, c'était mon plaisir de découverte d'une culture et d'une langue qui s'ajoutait à mon plaisir d'apprendre la pâtisserie. Et vous avez senti qu'il y avait un vrai public pour les chocolats au Japon? C'est quelque chose dont ils sont friands? Alors, le chocolat est venu un petit peu plus tard avec Joël Robuchon. Voilà, après, c'est venu un petit peu plus tard. Enfin, un petit peu plus tard. Non, j'avais déjà commencé à travailler le chocolat, mais au Japon, c'était plutôt sur la pâtisserie et aussi un peu le chocolat, parce qu'il y avait un laboratoire de chocolat chez la Maison Pelletier. Donc, je faisais un petit peu les deux, mais je m'étais pas encore déterminé une identité à travers le chocolat. J'avais pas encore porté ces réflexions. C'est par la suite que j'ai pu réfléchir un petit peu à tout ça et que je me suis orienté vers le chocolat parce que ma passion, sans doute, mon point faible, on va dire, c'est le gâteau au chocolat et le chocolat. D'accord. Donc, c'est une réflexion qui vous a poussé à rester finalement vers le chocolat et j'allais dire à délaisser, c'est pas forcément le bon mot, mais à mettre de côté peut-être un peu plus le côté pâtisserie. Oui, oui, oui. Oui, ça a été une réflexion que j'ai portée et qui était très liée à mon plaisir de dégustation. Et donc, voilà, je me suis orienté sur cette voie pour essayer d'aller développer et de comprendre d'abord tout, et puis ensuite de m'approprier tout cela, et ensuite passer au stade de la création. Et donc, à chaque fois que je fais quelque chose, j'essaie toujours d'avoir, que ce soit dans le chocolat tout court, dans les bonbons de chocolat, comme dans les gâteaux au chocolat, j'essaie toujours d'aller plus loin dans la créativité, mais à la fois technologique, à la fois… enfin, voilà, j'essaie toujours de trouver quelque chose qui sorte des produits, des recettes traditionnelles. Merci. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle un peu d'apprentissage parce qu'on est face quand même à beaucoup de nos apprentis. Je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de vos expériences. Alors, vous, il me semble que vous n'étiez pas en alternance durant vos études, mais que vous avez fait des stages qui vous ont quand même ouvert de grandes portes. En quoi est-ce que vous pensez que l'immersion professionnelle est importante, voire peut-être même indispensable sur ce genre de métier? Alors, moi, j'ai fait 3 ans d'études dans une école de pâtisserie à Laval. Et là, j'avais quelques stages chez les patrons, mais à cette époque, c'était la formation totale dans le lycée. Et ensuite,
moi, j'ai appris tout mon métier, entre guillemets, en travaillant aussi. Alors, de temps en temps, j'allais faire bien sûr mes cours à la Maison Le Nôtre. Je faisais des cours là où je pouvais apprendre quelque chose. J'ai fait beaucoup de cours avec Monsieur Richard. J'ai fait beaucoup de cours privés comme ça avec des formateurs qui m'ont permis d'avancer dans ma compétence technique. En plus du lycée, du coup. Oui, c'était plutôt après. Plutôt après. Hein, pendant mon activité professionnelle, qui était pour moi qui était d'abord une activité professionnelle d'études, parce que j'ai mis un minimum une bonne dizaine d'années, voire 15 ans, à comprendre et à apprendre, constamment à apprendre. Et ensuite, je suis devenu chef et puis j'ai poursuivi mes recherches. Et qu'est-ce que les chefs que vous avez rencontrés justement durant ces stages ont pu vous apprendre? Qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter concrètement pour la suite? Alors, par exemple, les chefs m'ont apporté l'exigence, bien sûr. C'était le cas avec M. Pelletier. M. Robuchon, c'était le sourcing, la qualité des matières premières, le respect des matières premières, l'intelligence de la transformation de cette matière première pour la sublimer et et la composer de façon à lui donner une plus-value qui lui permet qui nous permet d'avoir une découverte de goût. Donc c'est ça qui m'a séduit le plus. Le respect, bien sûr, la relation humaine était très importante aussi, entre équipes, etc. Donc tout ça, j'ai appris ça avec mes maîtres. Merci. Alors justement, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos apprentis? Quelles qualités vous paraissent primordiales pour réussir sa carrière? Quelles sont les qualités dont vous avez fait preuve, ou peut-être celles que vous auriez aimé développer plus quand vous étiez dans le cadre des stages et de vos études? Les qualités qu'il faut vraiment rechercher tout au départ, c'est tout ce qui est technique. Il faut bien comprendre la technologie. C'est très important, la technologie. C'est vraiment la base, parce que de toute façon, si on ne l'apprend pas quand on est jeune, on est obligé de l'apprendre plus tard. Donc, il faut faire un choix. Et ensuite, ce qu'on doit apprendre aussi, c'est, comment dirais-je, à déguster. Il faut déguster tout ce que l'on crée. Déguster, aller chez les copains, déguster, parce que c'est là que le palais se construit, et c'est là qu'on va pouvoir réfléchir. Et pour moi, ça a toujours été si vous voulez, ça a toujours été déclencheur de créativité, cette dégustation. Donc, c'est très important. Entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et notamment sur la partie sport que vous avez indiqué. Et sur notamment les arts martiaux, notamment le rituel. Il y a un certain rituel, je pense, dans les arts martiaux, qui, à mon avis, ça peut être d'autres sports, mais qui sont importants dans le respect des règles, dans le respect aussi le respect de la marchandise, le respect d'un certain nombre de choses. Je pense qu'ils peuvent être un beau témoignage, parce que quand je pense que vous avez fait en termes de karaté, vous a beaucoup apporté. J'aimerais que vous puissiez donner peut-être un ou deux exemples qui permettraient à nos jeunes aussi de se dire que il y a des pratiques qui peuvent être importantes, d'équilibre géré de vie, parce que je pense que quand on est dans un concours, il y a nécessité d'avoir une maîtrise du temps, une maîtrise de son corps, une maîtrise d'un certain nombre de choses. Je crois que c'est important de pouvoir le dire. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est un peu pour, je dirais, l'hygiène des jeunes concernant le fléau qu'est le tabac. Je vous pose pas la question, mais j'imagine que quand on veut aller vers ces métiers-là, on vient d'évoquer le goût, eh bien, c'est quelque chose aussi pour lequel il faut évidemment éviter tout ce qui est addiction, et notamment sur la première qui est le tabac. Et je sais que c'est pas évident, parce qu'on a beaucoup de jeunes quand même qui sont fumeurs et qui sont dépendants, mais je crois qu'il y a une cohérence aussi par rapport à nos métiers et à une certaine hygiène de vie, donc du corps, et sûrement aussi par rapport à l'alimentation, et en tout cas par rapport à la cigarette. Oui, l'hygiène de vie, c'est obligatoire, du corps et de l'esprit.
le karaté, par exemple, le sport comme le karaté, je pense que moi, quand j'ai passé mon concours de un des meilleurs OE de France, vous savez, il y a 2 jours et demi de travail. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, ça va? Oui, c'est bon. Il y avait 2 jours et demi de travail et je dois vous dire que ma première journée, elle n'était pas très réussie. Et j'ai gagné mes galons de meilleur OE de France dans ma deuxième journée, mon jour supplémentaire, enfin ma deuxième journée, je veux dire, parce que là, j'étais comme un athlète et je devais être dans une condition physique extrême et une condition mentale extrême. Et c'est là que je me suis aperçu que j'étais capable d'aller au-delà de ma vie normale. Et en karaté, j'ai fait des stages de karaté, et c'est la même chose quand on fait des stages de karaté, on passe dans un autre mode d'expression spirituelle et mentale et physique. Donc, voilà, c'est toutes ces choses que j'ai emmagasinées, que j'ai voulu, que j'avais envie d'apprendre, et ça m'a aidé dans les moments très compliqués et très difficiles. Et je dois dire que le meilleur OE de France, je l'ai eu grâce à ça, parce que j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pu faire autrement. C'était incroyable. Et en ce qui concerne le karaté, effectivement, le karaté, c'est un travail d'abord interne, c'est un travail sur soi-même, le karaté. Parce que tous les mouvements qui sont une sorte de mouvement de danse, il faut les faire à perfection. Et pour les faire à perfection, c'est une concentration énorme sur soi et on ne peut pas penser à autre chose, c'est pas possible. Donc ça permet de faire une chose à la fois et de se défouler, comment dirais-je, d'arriver à pouvoir se concentrer sur un élément et de le travailler à fond. C'est un bon apprentissage. Ensuite, en ce qui concerne le tabac, oui, bien sûr, c'est un fléau parce que tout simplement, il y a des formes d'angoisse chez chacun et avec le tabac, il y a une forme d'échappatoire. Ça, c'est pas drôle. Alors donc, pour se battre contre ce genre d'addiction, c'est vrai que le karaté ou le sport vous oblige à bosser et ça vous permet de vous échapper de certaines choses et d'être en condition de trouver une énergie et de pouvoir justement dépasser l'angoisse qu'on peut avoir. Voilà, moi je le perçois comme ça. Merci. C'était juste ma question, c'était pour aussi combler le petit passage à vide de Fanny, mais c'était très intéressant parce que je crois vraiment beaucoup à cette harmonie. On retrouve les harmonies dans les chocolats, mais je crois qu'on doit la retrouver avant tout chez soi pour après faire une bonne harmonie de chocolat. Voilà, Fanny, je vous relaisse la parole pour les questions peut-être. Oui, alors c'était intéressant de voir le parallèle du coup là entre le travail et ce que les arts martiaux avaient pu vous apporter. Alors avant qu'on passe aux questions de nos apprentis, parce qu'ils en ont quand même beaucoup, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'évolution des métiers de la chocolaterie et de la pâtisserie depuis vos débuts, et éventuellement votre vision de l'avenir de la profession? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des changements de pratique? Qu'est-ce qui, à votre sens, pourrait évoluer? Alors, dans l'évolution de mon métier, évidemment, quand je goûtais le chocolat, quand j'ai goûté certains chocolats il y a peut-être une trentaine d'années, si vous voulez, j'avais une forme d'émotion sur ce chocolat que j'avais goûté parce que je l'avais trouvé nouveau. Mais aujourd'hui, je retrouve les mêmes effets parce que la qualité de la matière première a évolué. C'est vrai que du côté des professionnels, certains professionnels vont dans les pays producteurs en contact avec les fermiers ou les planteurs, comme vous voulez. Et donc, ça permet aussi aux planteurs de se rendre compte qu'il y a une passion chez les professionnels et que du coup, eux captent cette passion, ils se disent je vais faire, ça les motive à avoir des matières premières de meilleure qualité. Et ensuite, il y a une sorte d'évolution dans ce chocolat qui permet aujourd'hui aux consommateurs moi, je pars en tout cas sur quelque chose de plus dans la fraîcheur. Et là, on a toute une palette de parfums et de goûts qui nous donnent du plaisir. Hein. Et donc, je dirais que le chocolat aujourd'hui, il est beaucoup plus, bien sûr, sur les terroirs, beaucoup plus dans les grands crus, mais il est beaucoup plus, comment dirais-je, chacun de mes chocolats, j'ai une trentaine de sortes de tablettes, a une personnalité bien identifiée.
Ce qui fait que le client, il peut découvrir. Donc, c'est de la culture. C'est comme si on va au musée, on découvre les œuvres. Eh bien là, on a la même chose avec le chocolat. Donc, c'est ça que demain, il faudra faire. Enrichir peut-être encore plus la palette des saveurs que vous pouvez proposer. D'accord. Alors, on va passer aux questions des apprentis. Donc, nos classes de pâtisserie et boulangerie PBP 21, PBP 01 et TMPAT 11 sont avec nous, ont suivi votre intervention, Monsieur Evin. Ils ont des questions pour vous et nous allons commencer avec les BBP 21 qui sont avec Thierry Debuche, notre responsable pédagogique en alimentation, et nos apprentis Sheikh Idara, Mahamadou et Sévan ont des questions. On les écoute tout de suite si Thierry est prêt. Et je vois qu'ils sont là. L'active, je crois que c'est bon. Oui, on vous entend. Bonjour. 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 Qu'est-ce qui vous a conduit à vous orienter vers la pâtisserie à l'adolescence? Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à m'orienter vers ce métier? Je dois dire que ça paraît un peu surprenant, mais il y a 3 choses qui m'ont permis de déclencher l'envie d'aller vers ce métier. Bon, c'est peut-être un hasard, mais premièrement, j'ai accès à la nourriture. Mes parents ont fait la guerre. À cette époque, on savait ce que ça voulait dire, le rationnement. Et donc, je n'avais pas envie de revivre ça. Deuxièmement, il y avait l'aspect chômage. Cet aspect chômage, c'était les débuts, et franchement, je n'avais pas du tout envie d'aller au chômage, de me retrouver au chômage. C'était pas mon truc. Et donc, ça fait partie de mes critères. Et puis, la 3e chose, c'était le voyage. Parce qu'un métier comme la pâtisserie, on peut voyager et y travailler dans le monde entier. Voilà comment j'ai fait, entre guillemets, mon choix d'orientation. Ça marche. Du coup, 2e question. Quelle est votre création dont vous êtes actuellement le plus fier? Ma création dont je suis le plus fier, c'est toujours très difficile parce que j'ai pas mal de créations, mais je dirais que dans la dernière création que je viens de réaliser, c'est le petit mousse. Pourquoi le petit mousse? Parce que c'est un gâteau de rentrée. Qui est une sorte de coque de chocolat dans lequel il y a uniquement une crème brûlée et une mousse chocolat. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, j'ai réussi à obtenir du cacao du Mexique et son transport se fait par voile, par cargo voile, à voile. Donc, si vous voulez, là-dessus, ça me permet d'avoir un carbone. Je suis à moins 90 de carbone. Je ne me rappelle plus du terme, mais voilà. Donc, ça, c'est ça dont je suis plus fier parce que j'ai réussi à obtenir ce transport par cargo voile. Ça fait partie des évolutions obligatoires. Et donc, et c'est lié au petit bateau, au petit mousse. Alors là, vous avez la photo du petit mousse, mais le petit mousse que j'ai fait cette année, il est un petit peu coloré. Enfin, voilà, il a évolué. Parce que c'est un gâteau de rentrée. C'est-à-dire, chaque année, au mois de septembre et octobre, le petit mousse est présent dans mes boutiques et il est présent une fois, c'est une crème brûlée au caramel avec une mousse chocolat, avec une origine du Pérou, etc. Mais cette année, j'avoue que je suis fier d'avoir pu obtenir ce cacao du Mexique. Alors, on va passer à votre camarade Mahamadou qui avait également une question pour vous, Monsieur Evin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous attire au Japon? Parlez bien fort. Qu'est-ce qui vous attire au Japon? Ce qui m'attire au Japon, c'est que l'artisanat est très précieux pour les Japonais. D'accord? Qui dit précieux dit beaucoup de respect pour l'artisanat, beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent dans l'artisanat, ce qui sans doute manque un petit peu en France. C'est juste. Merci. Bon prix. On a encore un apprenti de cette classe qui a une petite question pour vous. Normalement, on va écouter. Sévan qui nous rejoint. Et puis, il y aura une dernière question Merci. d'après Sévan.
Bonjour, monsieur. Bonjour. J'avais une question. Si vous aviez 20 ans, dans quel pays étranger seriez-vous tenté d'aller? Je n'ai pas bien compris la question. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, dans quel pays étranger seriez-vous tenté d'aller? Si je voulais aller dans un pays aujourd'hui, dans quel pays je pourrais aller, c'est ça? Si vous avez 20 ans. Ah, si j'avais 20 ans aujourd'hui, d'accord. Là, j'avoue que je ne sais pas, mais je pense que je continuerai, j'irai sans doute au Japon. Mais il n'y a pas que le Japon, hein. Ça dépend. J'irai, peut-être que finalement, j'irai aussi dans des pays comme peut-être Afrique du Nord ou des choses comme ça, parce que je trouve que dans ces pays, on a besoin de faire découvrir l'art de manger des gâteaux, de manger des viennoiseries, etc. Donc, si j'avais à la fois, ça pourrait être ça aussi, parce qu'on a besoin de diffuser. Et si vous voulez, c'est avec mon expérience. Si je n'ai pas d'expérience, à 20 ans, on n'a pas d'expérience, je ne suis pas sûr que j'aurais choisi. En tout cas, aujourd'hui, je serais plus dans cet esprit-là. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Et nous allons terminer pour les PBP 21 avec une question de Kevin. Oui. Bonjour Kevin. Bonjour Monsieur Lévin. Oui, bonjour. J'avais une question. Oui. Quelle expérience culinaire avez-vous retenue durant votre séjour au Japon? Alors, l'expérience culinaire que j'ai retenue, j'avoue que chez moi, je mange avec des baguettes. Alors, je ne mange pas avec des baguettes pour faire bien, parce qu'on ne me voit jamais en photo ou nulle part avec les baguettes. Mais je mange toutes mes salades avec les baguettes et j'utilise un certain bois qui me permet d'accentuer le goût de ce que je déguste. Donc ça, c'était une belle expérience culinaire parce que j'ai découvert que finalement, l'environnement, l'air, ce qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise ont une influence sur notre goût et notre plaisir. Donc. Je vous remercie. Compris ? Alors, avant de passer à notre prochaine classe, on a une question de quelqu'un dans le public, Élise Botivo, qui aimerait vous demander quelque chose. Allez-y, Élise. Oui, bonjour. Alors, juste pour me présenter, parce que je ne suis pas étudiante, donc très rapidement, je viens de… Bonjour. Bonjour, je viens de me lancer dans le tourisme gastronomique, vous voyez, en reconversion professionnelle, donc c'est un peu osé en ce moment. Oui. J'avais une question particulièrement sur l'aspect multiculturel, parce que je pense que c'est important pour les jeunes et j'ai conscience qu'on est avec un public d'apprenants ici. Parce que j'ai aussi une dimension internationale. Donc, votre expérience, parce qu'il faut s'adapter aux cultures, particulièrement le Japon, qui est quand même extrêmement différente, ou la Chine, comment vous encourageriez les jeunes aujourd'hui à aborder cette dimension multiculturelle et internationale en particulier? Alors, ce qui est important, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a une chose, il ne faut pas confondre les cultures. D'abord, les cultures, c'est une singularité de chaque région. Et ça, c'est fondamental. Parce que quand on va dans une région ou dans un pays, tout ce que vous voulez, même en France, il faut quand même comprendre l'essence de la culture et l'intégrer. Et ensuite, comment dirais-je, participer. Mais je pense qu'il faut il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas globaliser. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est important. C'est quelque chose d'important à retenir, effectivement. Alors, on va passer aux questions des PBP 01 qui sont avec Élodie Jobert-Porteneuve, qui est notre coordinatrice pédagogique et référente handicap. Donc, nous allons commencer avec une question de Thomas qui sera suivie par d'autres apprentis. Thomas, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous continuez à avoir vos employés en Chine, au Japon ou en France? Oui, bien sûr. Là, en Chine, au Japon, malheureusement, depuis 2 ans et demi, j'y suis pas allé. Mais évidemment, c'est en France, bien sûr, je connais tout le monde, mais c'est l'essentiel, c'est la base. C'est la base que d'être auprès des personnes qui travaillent. C'est la base de la vie. Et c'est comme ça qu'on peut travailler, sinon c'est pas possible.
Lewis avait des questions pour vous, pardon, j'étais en sourdine. Allez-y, Lewis, on vous écoute. Mais on ne vous entend pas pour le coup. Je voulais savoir, en fait, est-ce que vous avez toujours autant d'inspiration? Toujours autant d'inspiration, d'idées, etc. Alors, l'inspiration, je vais la chercher. Par exemple, si je vais visiter un musée, ça va me donner de l'inspiration. J'avais visité un musée Guggenheim à Venise et vu un tableau de Pollock. Et c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de décorer certains chocolats. Donc, voilà comment viennent les inspirations, entre autres. Hein. Alors, ça, je trouve que c'est un beau témoignage parce que tous nos jeunes qui sont en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie ont ce qu'on appelle des arts plastiques, hein, et puis on leur demande aussi d'avoir une culture dans différents musées, de pouvoir sortir. On a eu un partenariat avec la Sainte-Chapelle, notamment pour les brevets techniques des métiers en pâtisserie, il y a des réalisations de fait. Et je pense qu'effectivement, l'inspiration vient aussi de tout ce qu'on intègre, un peu de tout ce qu'on digère. Et ça, c'est une autre façon de dire que dans notre société actuelle, qui est fortement monopolisée par un certain nombre de réseaux sociaux et autre chose, je pense que c'est pas forcément là que M. Evin va chercher ses inspirations, mais qu'il va plutôt les chercher en se déplaçant dans des lieux, en se déplaçant en voyant aussi des paysages, en voyant sûrement de belles choses. Et ça, c'est important que les jeunes l'entendent parce que actuellement, on sait très bien qu'il y a quand même une difficulté parfois pour les faire rentrer dans certains musées. C'est très important, oui, pour comment dirais-je, pour le corps, ça permet de réfléchir toujours. Et on va retourner avec nos apprentis, on va passer à une question de Hamza. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir d'où vous est venue l'idée de créer un chocolat au Roquefort. Alors, le chocolat apéritif au fromage, parce que c'est un chocolat apéritif au fromage, m'est venu, c'était bien sûr en 1999, et c'était la période où il y avait le changement de millénaire. Donc là, il fallait que je trouve quelque chose d'assez impressionnant et assez... il fallait que je trouve quelque chose qui était étonnant. Et donc, je savais qu'on pouvait déguster des fromages avec du sucré, des cerises, etc. J'étais avec un ami japonais, on parlait justement de cette dégustation sucré-salé. Et du coup, en dégustant, on a mangé un petit morceau de fromage, puis comme on était un petit peu pressé, on a mangé notre petit morceau de chocolat après. C'est comme ça que s'est déclenché mon idée de chocolat apéritif au fromage. D'accord, c'était une idée tout à fait ambitieuse. Alors, on a encore d'autres questions de nos apprentis. On vous écoute. Votre son est désactivé, du coup. Ouais. C'est pour savoir, est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres grands chefs de la gastronomie française? En collaboration? Oui. Alors, moi, vous savez, je fais partie, je suis membre d'Héros et Desserts. Donc, on a une centaine de professionnels dans le monde. Et donc, déjà, tous ces grands chefs, on a des réunions, on participe. Après, ensuite, j'ai d'autres amis chefs de la gastronomie plutôt partie salée. Mais bien sûr, on est toujours plus ou moins en relation parce que je me déplace à différents endroits et pour des conférences et pour des jurés, parce que je suis juré aussi pour le meilleur ouvrier de France ou d'autres concours. Donc, je suis toujours plus ou moins en relation, oui, bien sûr. Merci. On avait encore une dernière question. Il me semble que Maëlle avait quelque chose à vous demander. On va voir si elle est prête d'ici quelques instants. Alors, oui, bonjour Maëlle. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez parfois des doutes sur votre carrière et est-ce que vous aimeriez diversifier votre activité?
Le début de la question, c'est des doutes. Des doutes sur votre carrière. Sur ma carrière, oui. Dans ma carrière, j'ai eu des hauts et des bas, ça c'est normal. D'autant plus que je suis un professionnel et je suis patron en même temps, chef d'entreprise. Donc, autant vous dire que des hauts et des bas, il y en a toujours. Mais si j'avais à refaire, je poursuivrais, je referais la même chose. Et surtout, aujourd'hui, je n'ai pas du tout envie de me diversifier. Au contraire, j'ai envie de me concentrer encore plus sur mon travail parce qu'il y a quand même une histoire de performance, parce qu'il faut quand même économiquement être viable et qu'aujourd'hui, les affaires sont un petit peu plus dures. Donc, il faut faire attention de ne pas se disperser. Voilà comment je vois les choses. Merci. Vous avez trouvé finalement votre voie dans le chocolat. Donc, effectivement, oui. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Alors, pour finir avec les questions, nous allons aller du côté des TMPAT 11 qui sont, quant à eux, avec Pierre Mendes, notre directeur des relations entreprises. Et on avait normalement Océane, Lorraine et Olivier qui ont préparé des questions pour vous. On vous écoute. Votre son est désactivé, du coup, on ne vous entend pas. Moi? Non, pas vous, pardon, Océane. Donc, bonjour, je suis Océane en BTM. J'ai une question pour vous. À quel moment de votre vie vous avez ouvert votre première boutique et comment vous vous y êtes pris? Et comment avez-vous choisi le lieu, le concept et l'inspiration pour vos produits? Alors, encore une fois, j'ai ouvert ma boutique en 1988. Encore une fois, comme tout ce que j'ai fait entre l'apprentissage, le concours, les concours, etc., il y avait quand même une forme d'insouciance chez moi. J'étais pas dans un phénomène où j'avais quelque chose de bien défini. Non, ma définition, elle n'était pas tout à fait précise, mais j'ai développé à la fois ma sensibilité et mon concept au fur et à mesure que j'ai développé mon entreprise. Je n'ai pas conceptualisé mon entreprise avant de commencer à travailler. Par contre, pour le Japon, ayant un petit peu d'expérience, connaissant le Japon, quand j'ai ouvert ma première boutique au Japon, effectivement, là, j'avais conceptualisé mes boutiques. C'est-à-dire que je voulais pas m'installer avec un partenaire dans un endroit. Je savais ce que je voulais de ce point de vue. Et mon idée a été j'ai trouvé une idée qui était de créer la cave à chocolat et le bar à chocolat. Et c'est ce concept qui a fait que je suis aujourd'hui encore très connu, que je suis très connu au Japon et que j'ai beaucoup de boutiques au Japon. Parce que, pour vous dire, parfois, et c'était dans la presse, les gens attendaient 6-7 heures pour rentrer dans la boutique. Donc, c'est quand même impressionnant. Voilà. Et il y avait un avant et un après dans la chocolaterie au Japon à cette période. C'était en 2003. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et on avait d'autres questions, me semble-t-il, de Lorraine, si je ne me trompe pas. On va lui laisser quand même le temps de nous rejoindre. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais vous demander, vous avez déjà... Ah mince. Pardon, moi, je voulais vous demander, vous avez déjà vaguement abordé le sujet du concours Meilleur ouvrier de France, mais comment vous avez vécu cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, le concours Meilleur ouvrier de France. Comment vous y êtes préparé et comment vous l'avez vécu Alors, le concours de 1 des meilleurs ouvriers de France, c'est un concours qui se prépare... il y a plusieurs étapes. Il y a les éliminatoires, demi-finales et finales. Alors donc, ça représente à peu près 2 ans de travail.
ça veut dire qu'il faut bien, enfin, il y a vraiment du travail. Et en plus de cela, il faut quand même avoir des expériences, ne serait-ce que dans les concours. J'avais fait plusieurs concours, ça m'a permis d'avoir une certaine expérience. Mais c'est 2 ans de travail pour se préparer à ce concours. Alors Lorraine, peut-être que vous aviez une autre question. Oui, la deuxième, ce serait quelles sont les origines de fèves de cacao que vous préférez utiliser, que vous trouvez les plus intéressantes à travailler? Alors, mes origines de fèves de cacao, je dois avoir 25 origines. Alors, chaque origine a une particularité, une singularité. Donc, moi, je ne peux pas dire je préfère telle origine. Je sais que actuellement, la tendance est dans les origines où il y a pas mal d'acidulés, acidité acidulée. Donc, on trouve ça, par exemple, dans les fèves de Madagascar. On peut en trouver un petit peu en Afrique aussi dernièrement. Et on trouve aussi, par exemple, ça dans le Brésil un tout petit peu aussi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, Fanny? Juste en attendant que la question arrive, rappelez quand même que c'est à l'origine sur un concours de la Coupe de France de chocolat qui a eu lieu au sein de l'EPMT, évidemment, vous connaissiez déjà l'école, mais c'est vrai que cette coupe a été organisée dans des conditions qui étaient un peu particulières et que le PMT a fait partie de ces écoles aussi qui ont maintenu un certain nombre de concours. La coupe de chocolat qui a été faite dans des conditions était juste en sortie de confinement, c'était un peu particulier. Il y a eu le concours de meilleur apprenti en sommellerie, il y a le concours qui est intéressant encore de meilleur apprenti en salle de restaurant. Donc c'est vrai que c'est à cette occasion-là que j'ai pu rencontrer, j'ai pu vous rencontrer et je vous remercie encore parce que c'est important de pouvoir témoigner auprès de ces jeunes. On a une majorité de jeunes en fait qui sont plutôt en pâtisserie ici présentement, mais qui vont probablement s'orienter vers le chocolat, parce que c'est, je dirais, une organisation. On a 4 classes de chocolat CAP. On a ouvert cette année une reconversion adulte pour des personnes qui veulent faire du chocolat. Et puis évidemment, on a le brevet technique des métiers. Avec une section aussi chez nous, plus le BTM en pâtisserie. Voilà. Donc on a près de 45% des jeunes qui sont au sein de l'école qui sont sur ces métiers de l'alimentation, plus le dessert de restaurant, qui est aussi un travail particulier. Et je vois que nous avons notre apprenti, donc je vous redonne la main. Il y a Olivier, effectivement, qui avait une question pour vous, Monsieur Evin. Oui. Bonjour, Monsieur Evin, ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, ma question était, pourquoi avez-vous choisi de vous exporter seulement en Asie et pas dans le monde? Alors, le choix de m'exporter m'a permis d'avoir une entreprise, parce que en ce qui concerne le chocolat, c'est quand même très technique, c'est quand même, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup d'investissement. Donc, moi, je me devais d'avoir quand même un certain développement. Et donc, j'ai pensé utile de pouvoir me développer sur le Japon. Pourquoi? Parce que le Japon avait la clientèle japonaise a les moyens de payer le chocolat à un prix élevé. Et puis, la deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, il y a une forme d'artisanat. Et donc, les Japonais ont ce respect de l'artisanat. Donc, ensuite, moi, c'était une occasion, c'était aussi, comment dirais-je, je connaissais des personnes qui m'ont sollicité pour pouvoir aller au Japon, mais je suis allé surtout en Asie parce que l'Asie, que ce soit Taïwan ou Hong Kong, ils m'ont demandé aussi d'être partenaire, enfin d'être leur partenaire, et ce qui fait qu'ils connaissent bien le Japon, toutes ces régions connaissent bien le Japon parce que c'est la référence dans la région, comme l'est la France aussi. Donc, c'est ça qui a fait que je suis allé au Japon. Mais avant tout, c'est parce qu'il y a des professionnels
qui sont déjà des artisans sur place, et parce que moi j'envoie une partie de mes chocolats, mais il y a une partie des chocolats, des gâteaux par exemple, et tout ça qui sont fabriqués sur place. Donc j'ai besoin de faire confiance. Donc là, c'est des pays où je suis entre guillemets en sécurité. J'ai pas de, je me suis dans mon esprit, j'étais presque sûr que j'allais réussir à cause à la fois de mon concept et le fait que la clientèle et l'artisanat est là. Donc c'était ça ma base de travail. Et puis mon but, c'est pas d'ouvrir des dizaines et des dizaines de boutiques. Mon but, c'est de partager, hein, c'est d'avoir une entreprise qui tourne bien, qui me permette de faire vivre tous ceux qui travaillent, et puis moi aussi en l'occurrence, et qui me permet voilà, de voyager un petit peu, qui me permet dans ma création de toujours aller plus loin dans ma création. Ça me permet, c'est avec les financements que je peux avoir à travers ce commerce, ça me permet de transposer tout en création et d'évoluer, d'élaborer, de chercher. Voilà. Merci pour toutes ces réponses. On va conclure, je pense, avec une dernière question qu'on a sur le chat. Est-ce que vous avez une pâtisserie favorite qui vient du Japon? Une pâtisserie favorite qui vient du Japon, non, j'avoue que j'ai pas, à part les mochi ou des choses comme ça, mais c'est pas très drôle. Mais bon, c'est de la gourmandise, quoi, comme une petite carré de chocolat avec du Jean-Dujas, par exemple. Mais non, je n'ai pas quelque chose de particulier, à part que j'aime le thé vert, donc tout ce qui est un peu pâtisserie avec le thé vert, ça me fait plaisir. D'accord, merci. Alors, et avant que vous concluiez, je voulais simplement rappeler que, alors je ne sais pas si vous avez participé au dictionnaire du chocolat qui est à disposition au CDI qui nous avait été gentiment, offert lors de cette journée de la Coupe de France de chocolat. Oui. Vous aviez signé, donc c'est un document, un dictionnaire que j'incite vraiment les jeunes à aller consulter au CDI, parce que c'est vraiment très riche. On a aussi La Papille, qui est une revue qui est faite aussi par Catherine Kodorowski, qui est une vraie pépite pour le coup sur les différentes histoires, l'histoire de la ganache, les sorciers, le chocolat. Enfin, c'est vraiment assez incroyable toute la littérature aussi qu'il y a autour notamment du chocolat. Donc, j'incite aussi les jeunes, et c'est l'occasion de remercier aussi Fanny pour la fin de cette première partie de tous ces grands témoignages qui ont eu lieu maintenant depuis quelques mois, qu'on a mis en place avec cette période de confinement et qui nous paraissait importante vu le contexte de pouvoir garder le lien et toujours avoir des grands témoins avec, j'irai, la technologie et ses meilleurs aspects de la technologie. Donc, je voulais vous remercier infiniment et puis vous dire que l'école est toujours prête à accueillir de nouveaux concours, de nouveaux événements avec grand plaisir. Merci bien. Merci beaucoup pour les concours. Bon, on va conclure cette session parce que nos apprentis, du coup, ont été mobilisés pendant leurs heures de cours, donc on ne voudrait quand même pas empiéter sur leur formation plus que ça. En tout cas, Monsieur Evin, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences, transmis vos conseils, et donc on vous souhaite le meilleur pour la suite et pour vos futurs projets. Et je remercie tout le monde d'avoir suivi cette session. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains témoignages. Merci à vous tous. Merci. Et très bonne journée à tous. Vous aussi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.